Bonsoir. Connaissez-vous George Orwell? Si vous avez assidûment suivi vos cours de français, vous devriez connaître 1984. Il s'agit d'une dystopie, pour ceux qui dorment au fond de la classe. Une dystopie, c'est quoi? C'est un univers qui semble parfait au premier abord, mais qui finalement ne l'est pas vraiment. Ce livre parle notamment de Big Brother. Il s'agit d'une entité colossale qui sait absolument tout de ce que vous dites, faites, regardez et écoutez. On pourrait se dire que l'année 1984 est finalement passée, que rien de tel n'existe et que nous vivons dans une société parfaite où nos libertés sont préservées. Cependant, en 2020, on a quand même par exemple la NSA aux États-Unis. Prenez aussi l'exemple de la Chine. Le gouvernement a récemment mis en place un système de notation qui permet, en fonction de vos bonnes et mauvaises actions, d'établir un score qui aura directement un impact sur vos vies. Par exemple, l'achat d'une voiture, une demande de prêt, les études que vous souhaiterez réaliser ou le métier que vous souhaiterez effectuer. Ça fait beaucoup. Qu'en est-il de la France? En France, on a l'e-réputation. C'est votre identité numérique, une seconde identité. J'ai pu théoriser l'e-réputation à ma manière, mais avant ça, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer justement comment l'e-réputation, cette deuxième identité numérique, va avoir un impact de plus en plus grave sur vos vies. Que vous soyez particulier, entrepreneur, personnalité publique, tout le monde est concerné, donc suivez bien. Premier exemple, cette étudiante qui a réussi à avoir un stage à la NASA il y a quelques années. Cette histoire, elle est assez connue. Parfait pour elle, elle va pouvoir voyager sur la Lune, voyager dans l'espace et rendre un magnifique rapport de stage. Elle s'est donc empressée de le tweeter en ajoutant quelques injures au passage pour exprimer sa joie. On a décidé de les cacher. Un internaute décide de la mettre en garde sur sa manière de parler. Assez logique. Eh bien, elle a décidé de le remettre à sa place, en insistant sur le fait qu'elle avait réussi à avoir son stage à la NASA. Mais le problème, c'est que l'internaute en question, c'était en fait un intervenant, un membre de l'organisme qui supervise la NASA. Résultat des courses, stage perdu. Deuxième exemple, cette fois-ci en France. Je suppose que vous avez déjà tous contacté un service client. Admettons que votre box ne marche plus, vous allez appeler un numéro, souvent payant et surtaxé. Quelqu'un va vous répondre au bout du fil et va vous l'aider avec un long processus scripté. L'un d'entre eux a eu l'excellente idée de se moquer sur Twitter du processus de son entreprise qu'il juge justement trop lent, trop long et trop lourd. Son employeur tombe sur le contenu et décide de le réprimander. Logique, c'est comme si vous étiez en fait dans la rue, que vous marchiez avec votre employeur, que vous décidiez devant tout le monde ouvertement de critiquer votre entreprise, en tout cas le processus de l'entreprise, il ne devrait pas forcément être content. Eh bien, notre internaute en question, notre internaute préféré, il a quant à lui décidé de se plaindre de nouveau sur Twitter en critiquant le comportement justement Big Brother de son entreprise et de son employeur. Celui-ci tombe de nouveau sur le contenu, puisqu'il avait à la base son compte Twitter, ce qui est logique, et décide cette fois de le mettre à pied. Encore un impact sur une vie de particulier. D'ailleurs, selon une enquête McAfee, 7% des Français ont déjà été licenciés après que l'employeur soit tombé sur un de leurs postes. Ça fait quand même 7%. Les personnalités publiques sont elles aussi concernées par cette problématique. Premier exemple, le cas de l'affaire Ménel. Tout le monde connaît. C'était une candidate qui avait tout pour aller loin dans l'émission, voire remporter The Voice. Des internautes se sont penchés du côté de son e-réputation et sont tombés sur d'anciens posts Facebook, datant de 2016, donc 2 ans avant l'émission, dans lesquels en fait, elle critiquait le gouvernement et son rapport avec les attentats terroristes de l'époque. Malgré ses excuses et son jeune âge au moment des posts, elle avait quand même 16 ans à l'époque, elle est obligée d'abandonner l'émission. Deuxième exemple, cette fois-ci aux États-Unis. Kevin Hart, un excellent comédien, humoriste américain qui a joué dans des films comme Think Like a Man par exemple. Au sommet de sa gloire il y a 2 ans, il devait présenter les Oscars en 2019. D'anciens tweets datant des années 2010 ont été retrouvés, ont été exhumés, et ont eu un impact en fait sur sa carrière, parce qu'il ne pourra finalement pas présenter les Oscars. Et l'histoire continuera de le suivre des années et des mois plus tard. Par exemple, l'été dernier, il a eu un grave accident de voiture dans lequel il a failli perdre la vie. Eh bien, figurez-vous que les médias, pour parler de lui, continuaient de le décrire comme l'ancien humoriste américain dont d'anciens tweets l'ont empêché en fait de présenter les Oscars. Donc on pourrait légitimement se demander finalement combien de temps encore cette réputation numérique passée,
cette identité numérique passée aura un impact sur son identité actuelle et réelle. Avant de passer à la partie théorique, dernier exemple, et cette fois-ci c'est mon préféré. Un certain politicien français a été accusé, entre autres, d'organiser des dîners onéreux avec de l'argent public. Sa ligne de défense, c'était « Je n'aime pas le champagne et je n'aime pas les fruits de mer ». Eh bien, des internautes assez malins ont réussi à retrouver d'anciens tweets dans lesquels, en fait, il disait qu'il avait adoré les huîtres et le champagne acheté la veille, entre autres. Donc, c'est assez drôle, il n'y aura pas forcément d'impact dans un procès potentiel, mais ça va clairement le décrédibiliser. Comment paraître sérieux auprès des Français après cette histoire ? Qu'est-ce que l'irréputation finalement ? Passons à la partie théorique. J'ai pu la théoriser en 3 dimensions. La première représente tout ce que vous avez pu poster. Ça va être vos tweets, posts Facebook, commentaires sur des sites, des forums, des blogs, etc. Tout ce que vous avez pu rédiger. Vous avez eu votre première connexion à l'époque d'AOL, eh bien votre irréputation a commencé au moment où vous avez lancé votre premier profil sur le forum de votre film préféré. Imaginez la quantité de données que ça peut représenter. La deuxième partie, ça représente ce qui a été posté sur vous. Donc, par exemple, les photos de soirée Facebook sur les murs de vos amis ou des amis de vos amis. Aussi, ça peut être les articles sur différents sites. Par exemple, lorsque vous avez eu votre baccalauréat, maintenant vous apparaissez sur un certain site. Vous avez le droit de faire supprimer ces contenus-là. Par exemple, pour les photos de soirée, vous avez juste à contacter vos amis ou les amis de vos amis pour faire supprimer ce contenu. Pour les sites, c'est un peu plus long. C'est possible, mais un peu plus long. Par exemple, vous pouvez tenter le déréférencement sur Google pour ne plus apparaître dans les recherches Google. Ensuite, vous pouvez contacter directement le propriétaire du site. S'il ne répond pas, ça veut peut-être dire que le site a été laissé à l'abandon. Vous pouvez contacter l'hébergeur. Et pour finir, vous pouvez aussi contacter la CNIL qui met à disposition en fait un formulaire de droit à l'oubli. Vous pouvez par exemple insister sur la présence de données personnelles, privées au sein de l'article. Mais n'oubliez pas que toutes ces étapes prennent énormément de temps. Voilà pour la partie théorique, voilà pour les 3 dimensions de la réputation. Maintenant, je vais faire travailler un peu votre imagination pour vous montrer comment cette réputation peut avoir de l'impact sur la vie de chacun. On va imaginer, c'est la plupart pour l'instant le cas d'entre vous, que vous êtes étudiant en école de commerce, grande école de commerce, vous êtes en dernière année, vous avez passé les 3 dernières années avec succès, vos examens, vos projets, et vous avez passé aussi les 3 dernières années à faire un peu la fête pour décompresser, par exemple, de la prépa. Maintenant, il va falloir trouver votre stage de fin d'études. En principe, ça devrait être facile. Comme j'ai dit, vous êtes d'une grande école de commerce, donc vous avez quand même accès à un grand réseau avec pas mal de contacts dans des bonnes entreprises. Mais maintenant, l'irréputation va rentrer en jeu dans le processus de recrutement. D'ailleurs, selon une enquête de YouGov, c'est 80% des entreprises qui ont déjà analysé votre réputation, qui ont déjà analysé vos réseaux sociaux lors du processus de recrutement, et près de 30% d'entre elles qui ont finalement refusé votre candidature après être tombées sur vos réseaux sociaux. Donc presque une entreprise sur 3. Comment font-elles pour analyser vos réseaux sociaux ? La première possibilité, c'est quand il n'y a pas forcément de budget, elles font une simple recherche Google. Donc si vous êtes un peu alerte sur le sujet, vous avez mis des adresses mail professionnelles et personnelles différentes, vous avez mis vos réseaux sociaux en privé et vous avez par exemple mis des faux noms Facebook. Ça peut marcher. Mais lorsqu'elles ont un peu plus de budget, elles ont accès à 2 ressources qui sont bien plus effrayantes. La première, c'est les screening companies. Vice a fait un excellent article sur le sujet. Il s'agit de sociétés mandatées par des services RH pour analyser vos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont passer des semaines à éplucher vos réseaux sociaux pour déterminer, en fonction de votre réputation, si vous êtes employable ou pas. En fait, c'est comme si l'entreprise embauchait un détective privé qui va vous suivre dans la rue, donc dans un lieu public, parce que rappelons-le, vos réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est des lieux publics, entre guillemets, et qui vont déterminer en fonction de vos actions si vous êtes employable ou pas. Est-ce que c'est éthique ? À vous de voir. La deuxième ressource, elle est bien plus effrayante. Il s'agit des logiciels de people searching, comme le logiciel People. Ils permettent aux entreprises clientes d'avoir accès à toutes vos informations sur Internet, avec très peu de données en entrée, votre adresse mail. Et ça permet de reconstituer en fait la constellation que forment vos réseaux sociaux, vos adresses mail, numéros de téléphone enregistrés, et ensuite avoir des informations comme nom, prénom, où est-ce que vous habitez, si vous avez des chats, des chiens, si vous êtes célibataire, dans quelle langue vous tweetez. Toutes ces informations, elles l'ont. Et il n'y a pas que les entreprises qui ont accès à ces informations-là. Par exemple, pour un entrepreneur, un banquier, lorsque vous allez demander un prêt pour votre entreprise,
Ou un partenaire commercial qui ne voudra pas forcément s'associer avec une personne qui a une mauvaise e-réputation. N'oubliez pas que la question de l'éthique se pose certes, mais que tout ce que vous avez posté, la plupart du temps, c'est public. Donc ces personnes-là vont se baser sur des données publiques. Autre dérive. Admettons que vous postiez une photo sur Internet qui peut se retrouver sur des sites pour adultes. C'est un risque. Là encore, n'oubliez pas que ces photos continuent de vous appartenir. Malgré la légende urbaine qui dit qu'une fois que vous avez posté une photo sur Internet, elle ne vous appartient plus, c'est faux. Par contre, elle devient publique. Ça veut dire que des personnes tierces peuvent les réutiliser. Et il faudra demander à chaque fois à ces personnes de les faire supprimer. Ça peut être assez long. Donc, mon conseil, c'est de maîtriser ce que vous postez, de poster en connaissance de cause et de limiter les données personnelles que vous donnez finalement à des tiers. Une autre bonne idée serait aussi de mettre ces informations en privé, ces réseaux sociaux en privé. Mais avoir ces réseaux sociaux en public peut avoir de bonnes répercussions finalement, ça peut avoir des avantages. Si vous êtes une personnalité publique, vous pouvez par exemple agrandir votre communauté. Si vous êtes un commercial ou un entrepreneur, vous pouvez vendre vos produits, c'est intéressant. Et si vous êtes un particulier, par exemple à la recherche d'opportunités professionnelles, vous pouvez très bien l'utiliser comme un complément de CV parce que ça va servir à humaniser votre candidature. Votre employeur pourra savoir quel est votre film préféré, si vous avez de l'humour, etc. Et finalement, potentiellement faciliter votre intégration à l'entreprise. Mais d'autres dérives peuvent encore exister. On peut penser à la récente loi qui permet au fisc d'analyser en temps réel vos réseaux sociaux, compte Airbnb, Le Bon Coin, pour savoir si vous fraudez ou pas. Deuxième dérive, ça peut être lorsque vous faites votre demande maintenant de visa pour les États-Unis. J'ai pas mal de clients qui viennent me voir en me disant « Bon, je vais partir pour les États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parce que maintenant, lorsque vous demandez votre visa, le gouvernement est capable de demander l'accès à vos réseaux sociaux pour analyser, en fonction de votre e-réputation, toujours si vous pouvez voyager ou non aux États-Unis. Donc ça veut dire que ça serait quand même bête que pour un tweet posté quand vous aviez 13 ou 14 ans en 2015 ou 2016, vous ne pouviez pas passer vos vacances à Miami ou à New York. Donc il faut faire extrêmement attention. D'autres dérives pourront arriver avec le temps. On pourrait potentiellement penser à l'assurance maladie, qui pourrait vérifier en fonction de vos posts sur Instagram si vous êtes en vacances ou chez vous pendant votre arrêt maladie. Une autre dérive qui pourrait arriver à terme, c'est les assurances plus classiques qui se baseraient aussi sur vos posts Instagram, Facebook, Twitter pour déterminer votre état de santé et ensuite définir si vous avez le droit à telle offre ou telle offre pour l'assurance maladie. Est-ce que ça ne vous rappelle pas Big Brother finalement ? Donc, on va terminer en analysant ma propre e-réputation assez rapidement pour voir en quelques clics à quelles données on peut accéder sur moi. Si je tape Malik Amghar sur Google, je vais tomber sur mon profil LinkedIn. Pas de problème, en principe, il est quand même propre. Je vais pouvoir voir que je travaille pour une certaine entreprise. Si je tape ce nom de cette certaine entreprise sur Google, je vais pouvoir accéder par exemple au compte Twitter de l'entreprise. En ayant accès au compte Twitter de l'entreprise, je peux tout simplement copier-coller le nom de l'entreprise dans la barre de recherche Google pour savoir ce qui se dit de cette entreprise. Et tomber sur mon profil Twitter qui n'a absolument rien à voir avec mon nom de famille, c'est AKM914, ça n'a rien à voir. Pourtant, on y a accès en quelques clics. On pourrait se dire que je devais peut-être mettre mes réseaux sociaux en privé, mais ça me sert quand même pour promouvoir mon activité. En tapant AKM914 sur Google, on tombe sur mon compte Instagram. Et là, on peut voir que, par exemple, j'adore tout ce qui est malbouffe. Et là, une assurance, à terme, elle pourrait se dire, bon, il n'a pas l'air d'avoir un excellent état de santé. On va peut-être lui mettre le package plus, au cas où. Donc voilà, en quelques clics, tout ce qu'on peut retrouver sur moi. À moi de faire attention à tout ce que je poste, tout ce que j'ai pu poster, et tout ce qui se dit sur moi, afin d'être le plus work-safe possible. C'est ce qu'on appelle. On appelle ça work-safe. Et aussi à vous, finalement, de faire appel, par exemple, à des sociétés spécialisées, à faire attention à tous vos réseaux sociaux, à ce que vous avez pu poster, et vous refaire une santé numérique. Parce que n'oubliez pas, souriez, vous êtes observé. Merci.